C'est l'heure du sonneur. Et ce sonneur, comme vous le savez tous les jeudis, nous sommes très heureux de retrouver nos deux chroniqueurs police-justice. Bonjour Alexandre Langlois. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous ce matin. Et Régis de Castelnau, bonjour à vous. Bonjour Clémence, les vacances ont été reposantes? Ou pas trop. Je suis quand même très heureuse de vous Je m'en retrouver tous doutais les un deux. peu. Je rappelle que vous êtes auteur du blog Vue du droit et de ce livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Alors peut-être pour commencer, on a beaucoup de sujets à aborder avec vous ce matin. Je suis sûre qu'on va déborder, mais on a même prévu 5 minutes de rap pour déborder. On commence maintenant à décaler progressivement votre rendez-vous. Évidemment, revenir sur la prise de parole d'Emmanuel Macron qui n'exclut pas d'envoyer des hommes de manière dynamique sur le front ukrainien. Je vous repasse cet extrait, puis on commente juste après. Alors, Emmanuel Macron, sur son petit pupitre. Sur la première question, tout a été évoqué ce soir, de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Je le dis ici avec à la fois détermination, mais aussi avec l'humilité collective que nous devons avoir quand on regarde les 2 années qui viennent de s'écouler. Beaucoup de gens qui disent « jamais, jamais aujourd'hui » étaient les mêmes qui disaient « jamais, jamais des tanks », « jamais, jamais des avions »,« jamais, jamais des missiles de longue portée »,« jamais, jamais ceci » il y a 2 ans. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, beaucoup autour de cette table disaient... Alors, il semblerait d'ailleurs que nous soyons un peu isolés, la France par rapport au reste de l'Europe sur cette question, ce qui est intéressant parce qu'on pourrait croire qu'on suit un mouvement général, mais on a vu plutôt des mises en retrait par rapport à cette annonce d'Emmanuel Macron. En revanche, en France, on a quand même une petite armada de soutien, dont Bernard Kouchner, ancien ministre que vous connaissez, qui était sur LCI et qui a affirmé, lui, bien être pour l'envoi des troupes françaises en Ukraine, même s'il a affirmé que c'était aussi difficile de le dire comme ça et difficile d'assurer, de faire des sacrifices. Écoutez, Bernard Kouchner. Oui, je suis favorable à cela. À des Mais troupes comment, au sol, je ne sais à pas. des troupes au sol. À des troupes qui défendraient fermement, oui, les troupes au sol, peut-être à la frontière, mais montrer que nous sommes prêts à défendre cette démocratie naissante, cette démocratie affirmée, et en temps de guerre, c'est encore plus difficile. Oui, je pense que c'est pas facile à dire, de déclencher la guerre pour son propre pays. C'est pas facile. Ça veut dire que ça va coûter des sacrifices. Voilà, ça va coûter des sacrifices, c'est pas facile à dire, mais malgré tout, il est pour Bernard Kouchner. Alors, Alexandre Langlois, sur cette question. C'est toujours pareil, il y a plusieurs sujets en un. La première chose, c'est qu'on voit, c'est des personnes qui disent qu'il faut aller faire la guerre, mais c'est surtout pas eux qui vont y aller. S'ils veulent y aller, ils peuvent y aller tout de suite, ils peuvent s'engager, ils y vont, on y va. Bon, on les laisse, on les applaudira très fort, puis on sera content qu'ils aillent là-bas, mais sans nous. C'est vrai qu'il y en a chose, certains, on serait particulièrement contents qu'ils aillent là-bas d'ailleurs, mais bon. Voilà, parce que par exemple, on a par exemple, on a un petit chef de guerre qui est tout content, qu'on rappelle qu'il se déguise régulièrement en sous-marinier, en Top Gun, en tout ce qu'il veut, mais qui n'a pas fait son service militaire. Alors qu'à l'époque où il était en âge de le faire, il l'a pas fait. Voilà. Donc, une fois de plus, ça montre quelque chose de faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et l'autre chose derrière, c'est que, bon, comme tu l'as souligné, c'est qu'on est un petit peu isolé, c'est que Macron cause tout seul. Et on pourrait se poser la question que juste après la séquence du salon de l'agriculture, c'est pas peut-être qu'il utilise ça pour faire peur aux Français. Parce que la peur permet de manipuler l'opinion, la peur permet de faire des choses de ce qu'on veut faire, parce qu'il sait que tout seul, il n'a aucune chance, malheureusement, contre la Russie. Et à part si on veut raser l'Europe de la carte, c'est-à-dire que tout le monde a des armes nucléaires, donc ce serait pas la meilleure idée. Et donc voilà, donc on a quelqu'un qui est complètement déstabilisé sur le plan intérieur, qui cherche comme souvent un ennemi du coup extérieur, on va déclarer la guerre, on va faire peur aux gens, parce qu'effectivement, c'est pas comme si on faisait une petite guerre dans un endroit contre un pays qui n'a pas les moyens de nous résister. Donc voilà, donc on a 3 étapes. Quelqu'un qui dit qu'il faut aller faire la guerre, il a des soutiens qui disent d'aller faire la guerre, mais tous ces gens-là n'iront jamais se battre. Troisièmement, un chef qui n'a jamais fait son service militaire alors que c'était encore obligatoire. Et puis, du coup, cette situation intérieure qu'il veut étouffer en faisant la peur qu'il a toujours utilisée de diverses façons. Et quatrième point, pourquoi? Parce que derrière cette peur, il y a le contrôle de la population. On rappelle qu'il a mis en place des lois pour réquisitionner les personnes, les entreprises et tout ce qu'il veut. Loi de programmation militaire, oui, qui est très inquiétante, on l'a bien décrypté hier.
Voilà, c'est ce que j'ai pu voir. Donc, c'est pas, je reviens juste, les gens pourront regarder l'émission pour ceux qui l'ont pas vu. Mais du coup, ce qui veut dire que derrière, il prévoit de faire du totalitarisme. C'est-à-dire il va tout contrôler, tout faire lui-même, tout gérer tout seul. Et c'est ce qui se passe de plus en plus aussi dans cette histoire, c'est qu'il gère tout seul. C'est-à-dire que ça, il y a des choses qui devraient passer par le Parlement, il y a rien qui se passe. Alors, toutes les oppositions disent, oh, c'est un scandale, il faut qu'on fasse quelque chose. Bon, une fois qu'ils l'ont dit, ils font rien. C'est le problème de toutes ces oppositions, c'est que c'est de l'apparat, mais derrière, il n'y a aucune action. Mais il s'octroie des pouvoirs qu'il n'a pas. C'est-à-dire qu'il est en train de tout transformer pour transformer le pays en disant, je vais être le chef de guerre, je vais tout diriger, je vais tous vous contrôler. Et puis, en fait, on a l'impression d'avoir été dirigé par un enfant de 5 ans avec caprice du prince. Donc, c'est très dangereux parce que du coup, quand on est dirigé par quelqu'un qui ne semble pas stable, il peut vraiment faire n'importe quoi. Vous voulez dire que celui qui n'est pas stable entre les deux, ce serait plus Emmanuel Macron que Vladimir Poutine? C'est quand même l'accusation qu'on porte à Vladimir Poutine tous les jours, de dire attention, psychopathe, cancer du cerveau, etc. Il n'est pas stable, il peut déclencher une guerre mondiale à n'importe quel moment. Et finalement, vous vous méfiez peut-être, en tout cas en le connaissant peut-être mieux aussi, peut-être plus de votre propre président. C'est une chose assez. Pour ce qui est de Vladimir Poutine, je peux lire ce qu'il y a dans la presse, donc je n'en sais pas plus et je ne suis pas plus avancé. Par contre, ce qui en est de la France, c'est-à-dire que c'est notre président, c'est lui qui décidera de nous envoyer. Et donc, du coup, effectivement, j'ai beaucoup moins confiance en Emmanuel Macron à l'heure actuelle pour ce qui est des intérêts de la France et des Français et de pouvoir une déclaration de guerre. La preuve, c'est ce qu'on a, c'est que la seule personne qui parle de déclarer la guerre à un autre pays et qui dit on va envoyer des troupes, on va faire la guerre, c'est Emmanuel Macron. Parce que même comment il s'appelle, Vladimir Poutine, quand il a fait son opération en Ukraine, il n'a pas utilisé le mot guerre. Il a dit opération spéciale. Il a tout fait pour que, justement, pas passer pour un battant-guerre sur la scène internationale. Alors qu'Emmanuel Macron n'a pas ce problème et il n'a pas les soutiens d'ailleurs derrière. Par contre, la scène internationale lui dit on se calme, on peut envoyer des armes, on peut faire plein de choses, mais attaquer frontalement la Russie, ce n'est pas possible. Et lui, c'est le seul qui veut un affrontement frontal dans tout le concert des nations aujourd'hui. Oui. Quelle chance. Alors, Régis de Castelnau. Alors, je vais ajouter quelque chose à ce que Alexandre a dit concernant l'adolescent qui nous sert de président, l'espèce de fake président. C'est que effectivement, il veut déclarer la guerre, non pas à la terre entière, mais là, cette fois-ci, à la première puissance militaire du monde. Excellente idée. C'est qu'il n'a pas fait son service militaire, certes, mais en plus, il n'a pas d'enfants. Hein, parce que quand on dirige un pays, ce sont ses propres enfants qu'on va envoyer se faire tuer. Lui, il n'en a pas. Il n'a pas ce problème-là, ce qui montre bien le niveau du personnage. Alors, moi, je pense que il est dangereux par justement ce côté adolescent, malheur à la ville dont le prince est un enfant, et il dit n'importe quoi. C'est un désastre diplomatique, ce nouveau. Parce qu'il en a une collection à son palmarès, c'est un désastre diplomatique. J'ai fait la liste tout à l'heure de tous les pays européens qui étaient à la conférence. C'est une conférence internationale. Tous, ils se sont prononcés officiellement pour dire non. Et quand on écoute ce que vous nous avez passé, Clémence, on constate que pour une réunion internationale de grande ampleur, sur une question extrêmement importante, parce que c'est très clair, hein, les États-Unis ne veulent plus et demandent à l'Europe de le faire. Et comme on est des larbins de l'hégémon, on y va. Et il n'a à aucun moment le langage diplomatique des réunions de ce type, à aucun moment. Il parle comme s'il était au café du coin, il dit un certain nombre de choses comme ça, mais enfin, voyons. Alors après, bien sûr, il a un entretien avec Vladimir Poutine, il va le publier. Il veut aller au BRICS, il appelle à la cantonade en disant quand est-ce qu'on y va. Il va voir Netanyahou, BHL lui a dit il faut proposer ceci, et sans prévenir personne, il propose un truc grotesque. Alors je pourrais continuer longtemps. Mais enfin, qui est ce type? Bon sang de bonsoir. Comment acceptons-nous ça? Alors, sur ceux qui soutiennent, ça c'est très significatif et très intéressant. Hein. Je vais parler de ma génération, ma chère Clémence. Hein. Les boomers, les 68 ards. Non pas, en 68, j'étais quand même défavorable au mouvement étudiant et favorable au mouvement ouvrier. Mais toujours est-il que on nous ressort Kouchner, il devrait raser les murs, Kouchner.
Kouchner, il a un palmarès épouvantable, y compris avec les histoires familiales. Il a couvert le viol de son fils par un de ses amis, enfin voyons. Et quand il faisait des dîners en ville pour essayer de s'assurer une carrière, On parle de chez l'affaire lui, Duhamel. Oui. chez lui, oui, pardon, j'ai pas cité Duhamel. Chez lui, c'est dans le livre d'un de ses enfants, et pour que ses enfants viennent pas déranger son programme de carrière, il les gavait de somnifères pour que Ça, les c'est enfants dingue. dorment. Non, mais Ouais. attendez, c'est qui est ce type? Et on le ressort, hein, et Monsieur Rochebain est tout Ça, content. c'est dans le Bon, livre de Camille Kouchner, justement, c'est l'histoire des somnifères aussi. absolument, c'est là, c'est la Familia Grande. Oui, Ah oui, Familia tu Grande, parles oui. d'une grande famille, hein. Et il y a également un article, mais lunaire, de Serge July. On a ressorti Julie de la naphtaline. C'est la même génération qui vient dire aux armes européens, faut y aller. Alors il dit n'importe quoi, hein, c'est-à-dire que c'est le nihilisme relevé par Emmanuel Todd. On ne comprend plus le réel. On ne comprend plus le réel, on dit le contraire du réel. Bon, donc Mais c'est... pardon, juste sur cette Oui. question-là, les Kouchner, les Serge July, les BHL, c'est quoi leur intérêt à eux de faire ça? Je comprends qu'ils ne s'intéressent pas je veux dire, aux Français qui vont aller sur le front. Ça, on peut comprendre s'ils ne sont pas forcément attachés à la France, aux Français, à leurs enfants, enfin je ne sais pas. Mais ont-ils un intérêt à prendre ce genre de position complètement guerrière et Mais ils folle? les ont toujours eus. Ce sont des agents néocons américains. Rappelez-vous de la délégation qui avait été voir Chirac au moment de la guerre en Irak pour dire il faut y aller. Avec le Glucksmann père, avec je crois que BHL n'y était pas, mais Kouchner devait y être. Ce sont des gens qui ont toujours eu cette position. Ils ont commencé maoïstes au service de l'Empire du Milieu, et puis après ils sont passés au service de l'Empire américain. Leur intérêt, ils sont divers. Kouchner, c'est pour exister encore un peu, parce qu'il a quand même un peu été obligé d'en rabattre. Julie, c'est parce que ça faisait longtemps que plus personne ne l'écoutait, donc on l'a ressorti pour un petit peu redonner un petit peu de l'éclat passé de Libération, qui a été un journal, une Oui. réussite. Hein, Mais c'était lui si qui ce l'avait sont des créé. agents, ils sont peut-être aussi poussés financièrement par des intérêts financiers. Oui, enfin, je pense pas qu'ils soient dans le besoin, les deux dont on vient de citer. BHL, c'est autre chose. BHL, c'est autre chose, c'est-à-dire que lui, il est le patron d'un réseau puissant, d'un réseau puissant, euh, 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 articulé avec le lobby israélien, toujours au service des États-Unis, et voilà, quoi. Il est commission d'avance sur recettes, monde de l'édition, etc. Donc BHL joue un rôle politique important, c'est-à-dire c'est une espèce de partie de l'État profond. Quand vous pensez que c'est lui qui est allé De voir l'État profond américain. Ouais. Macron à l'Élysée, oui, lui, il est au service des États-Unis, enfin, des néoconservateurs américains. Il n'est pas un agent stipendié, il est richissime, pensez donc, hein, grâce au bois que son père avait volé à l'Afrique. Mais le problème, lui, c'est que ce sont ses convictions et surtout la mise en scène de son personnage. Oui. Hein, c'est surtout ça, mais il est puissant. Oui. Il est puissant. Quand vous pensez qu'il va voir Macron à l'Élysée en disant il faudrait que vous proposiez à Netanyahou une coalition anti-Hamas comme la coalition anti-Daesh. Non, mais et Netanyahou était stupéfait contre l'autre. Mais rappelez-vous, il avait fait une pièce débile dans laquelle il finissait dans une baignoire. Oui. Sarkozy y a été. Hollande y a été, c'est-à-dire que, au moment de... Mais à part ça, il n'y avait pas grand monde, hein, d'ailleurs, à part Mais il les y avait stars, on va personne. dire. Oui. C'est comme son film sur l'Ukraine. Hein. Mais je vous rappelle quand même qu'il a joué un rôle non négligeable dans la catastrophe libyenne. Oui. Il est celui qui a incité Sarkozy à détruire ce pays avec toutes les conséquences en matière de terrorisme et en matière d'immigration. Enfin, ces gens-là devraient être jugés, d'ailleurs, et immédiatement envoyés à leur place, c'est-à-dire en prison. Donc, oui, on ressort cela, mais ça prouve qu'on n'a plus grand monde. Il y a même un des rats qui quitte le navire. Hier, j'ai vu ça. Hein, alors, tout le monde dit « Oh mon Dieu, quel homme d'État, quel homme d'État !» C'est Jean-Pierre Chevènement. Oui. Il a soutenu Macron. Il a fait sa campagne. Il l'a couvert dans la corruption de l'affaire d'Alstom. Hein, alors que c'était sa ville qui était concernée. Hein, il a dit mais non, c'est pas grave, on est injuste avec Emmanuel Macron. Hein, 1000 ouvriers d'Alstom au chômage
à cause de la façon dont ça a été dépecé, et Monsieur Chevènement a couvert ça. Alors il était content, il a été à l'Élysée, on lui a remis les insignes d'officier de la Légion d'honneur, Macron lui a remis. Il est tout content. Et hier, il dit, ah non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut faire. À mon avis, il est en train de se placer pour 2027, parce qu'ils n'arrivent jamais à annoncer ces gens-là. Et je prends le pari, il soutiendra Édouard Philippe, il dira c'est formidable, comme C'est il a dit différent, ça pour Macron. Bon, c'est donc dommage, voilà. Non, ce qui s'est produit là est un nouveau désastre, parce que l'image de la France, le rôle de la France à l'international, ça fait longtemps que le Sud global rigole et le tient pour un pitre, hein, c'est vraiment ça. Et maintenant, les Européens se disent, mais quand est-ce qu'il va se taire, quoi? Ah non, Oui, c'est horrible. et même les Américains, finalement. C'est-à-dire qu'on fait tellement de zèle que finalement, les Américains ont fini par les gêner. J'ai l'impression, parce qu'on a eu d'autres émissions, on parlait avec Ah ben, Éric attendez. Ganessé notamment, qui nous expliquait que les Américains eux-mêmes étaient un peu plutôt sur le frein sur cette question ukrainienne. Ils ont d'autres priorités. Et là, finalement, assez gênés par allez, comment l'appeler, leur marionnette française. Une dernière phrase, Clémence, sur ce sujet. Quelle magnifique victoire géostratégique. Hein, hier, on me disait, dans une émission, ah, c'est un message envoyé à Poutine. D'abord, Macron n'envoie des messages qu'à son nombril. Le reste, il ne comprend pas, il ne sait pas le faire. Mais surtout, le message envoyé à Poutine, c'est que tous les Européens et d'une certaine façon tout l'Occident dit non, 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 on n'enverra pas d'hommes sur le terrain, hein. Vous pouvez être tranquille, monsieur Poutine, hein. Vous pouvez continuer à massacrer les malheureux soldats ukrainiens qu'on vous envoie, bon, on vous les envoie pour ça d'ailleurs, hein, on fait une guerre par proxy, mais nous on ne viendra pas. Hein. Alors ça, c'est vrai que c'est le message envoyé à Poutine, il est drôlement fort. Hein. Poutine, il a terriblement peur d'Emmanuel Macron. Terrible. J'imagine. Lui aussi donc fait de la tension quand il entend Emmanuel Macron prendre la parole. Alors justement, ce qui est intéressant dans ce qui se passe en ce moment dans le paysage médiatique français, c'est qu'on entend beaucoup donc cette guerre en Ukraine, les hommes sur le front. Et comme vous avez tous les deux commencé à le dessiner, il y a autre chose qui se passe en même temps et qui est lié évidemment, c'est cette atteinte à la liberté d'expression et ce contrôle que veut prendre de plus en plus le gouvernement sur nos données personnelles et nos droits, nos libertés. Et c'est donc le deuxième sujet que je souhaitais aborder, mais finalement l'un et l'autre sont liés puisqu'on voit bien que l'un est utilisé pour resserrer les droits de l'autre. Alors, moi, j'avais noté quelques dates que j'ai déjà rappelées hier dans notre émission spéciale sur la liberté d'expression. On a le 12 février, donc l'agence d'État Viginum qui a publié un rapport et qui a permis de fermer une vingtaine de chaînes d'information. Alors, officiellement pour lutter contre les ingérences numériques étrangères et donc lutter notamment contre la Russie. Et il se trouve que ce sont aussi des chaînes ou voilà, qui permettent d'avoir des opinions différentes, divergentes, et notamment qui contestent les organisations internationales comme l'OTAN, l'ONU et l'Union européenne. Là, je cite donc le rapport de Viginum, page 11, qui explique la fermeture de ces chaînes. Donc voilà. Premièrement, censure. Deuxièmement, on a vu aussi cette affaire de RCF, on en avait déjà parlé, mais comme on parlait des agents de la CIA, c'est intéressant, et le Conseil d'État qui se demande à l'ARCOM d'aller décompter les différentes opinions idéologiques de CNews en particulier. Disons que c'est CNews qu'on a remarqué, parce que ces idéologues de droite sont visiblement trop à droite ou trop différenciés par rapport à l'opinion macroniste. Enfin, ça c'était le 13 février. Le 14 février, l'Assemblée nationale donc rétablit l'article 4 de la loi sur les dérives sectaires. Et le 17 février, on a l'entrée en vigueur du DSA, le fameux DSA dont on avait déjà beaucoup parlé, hein, le Digital Service Act, donc cette loi européenne voulue par Thierry Breton pour mieux contrôler tous nos réseaux sociaux. Et rappelez-vous, Thierry Breton, on avait passé un extrait de cette prise de parole où il disait « comme ça, on pourra empêcher les appels à la révolte ». Voilà. Donc à chaque fois, on voit comment, soi-disant pour mieux contrôler les ingérences étrangères et donc notamment le grand méchant russe, eh bien, on resserre l'étau des Français. Je vous donne la parole en premier, Alexandre Langlois, là-dessus. Il y a beaucoup de sujets. Effectivement, je me réservais pour cette deuxième partie qui est liée à la première, où justement, pour contrôler les gens, il faut leur faire peur, mais il faut aussi contrôler. Aujourd'hui, à l'ère du numérique et du digital, c'est encore plus facile.
C'est-à-dire que la France et l'Europe, mais la France particulièrement, est en fascination devant le modèle de contrôle social chinois. Donc, on peut pas le mettre en place de façon assez officielle. Donc, on va contrôler les gens par des agences d'État qui vont dire ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas penser. Donc, déjà, c'est donc du totalitarisme, c'est-à-dire qu'on va dire aux gens, on va aller dans leur intimité et leur dire ce qu'il faut. C'est plus de l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est un contrôle de l'État puissant et qui dit comment il faut faire à l'extérieur et publiquement. Et là, on va contrôler les gens, y compris dans une partie de leur sphère privée. Ils avaient déjà tenté le truc avec, par exemple, le Covid, quand ils avaient dit combien il fallait être dans nos maisons. Voilà. Donc là, ils continuent de s'infiltrer dans les sphères privées. Ensuite, sur l'ingérence étrangère, c'est amusant, c'est l'ingérence étrangère du moment qui gêne le gouvernement. Parce qu'on a de l'ingérence étrangère tous les jours, j'allais dire pas forcément sur les réseaux sociaux, mais par exemple, tous les financements des mosquées en France. Voilà, il y a derrière des financements marocains, algériens, tunisiens, saoudiens, qataris, etc. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron reçoit le Qatar en grande pompe. Une fois de plus. Donc en fait, il y a cette ingérence étrangère qui est, oui, sur certains sujets, c'est pas grave, il y a l'argent qui rentre, on peut discuter, c'est nos amis du moment. Demain, ce sera plus nos Oui. amis. Parlons Donc on par va se exemple retrouver comme des villages saoudiens invités par le gouvernement macroniste. Enfin, on a, en fait, on se méfie d'un seul coup d'un ennemi en particulier, d'autres, on leur déroule le tapis rouge au même moment. C'est ça, on va arriver vraiment dans 1984. Petite anecdote au passage, certains Américains ont interdit la vente de ce livre au passage. Donc, c'est-à-dire que c'est intéressant. Mais du coup, on Pardon, va se qui a retrouver. interdit la vente de ce livre? Certains États américains qui ont dit Ah qu'ils oui. retiraient de la vente, les États du Sud, Texas et je sais plus quelques autres, voilà, qui ont dit non, trop dangereux ce livre. Et du coup, dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se retrouver effectivement dans ce qui se passe dans ce livre où on change l'histoire au fur et à mesure. Mhm. C'est-à-dire que là, les amis d'aujourd'hui, c'est cela, mais demain, on sera capable de nous dire ça a toujours été nos ennemis et puis ceux-là ont toujours été nos amis. C'est qu'on va changer Mhm. l'histoire en fonction des besoins politiques du moment. C'est-à-dire qu'on va plus savoir de stabilité. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Et voilà. Donc ça, Emmanuel Macron est la parfaite illustration. Il ne sait pas où il vient, il ne sait pas où il va, du coup, à part nous emmener dans le mur. Mais du coup, on a ce double côté contrôle de la population française, intérêts étrangers, etc., en fonction à géométrie variable, en fonction de qui fait l'échec et des intérêts du moment, et réécriture de l'histoire au fur et à mesure des besoins de la politique du moment interne. Donc on est sur quelque chose de très totalitaire, complètement fou, et qui est en train de se passer sous nos yeux sans que personne quasiment réagisse. Ouais. Régis. Alors, pardon, je partage totalement ce que vient de dire Alexandre, effectivement, de ce panorama d'un système qu'on essaie de mettre en place. Cela étant, il y a des urgences. Il y a des urgences. L'ennemi aujourd'hui, c'est les Russes, alors que s'il y a bien des ingérences dans notre pays, elles viennent des États-Unis, tout le monde le sait. Quand vous voyez sur les plateaux des gens qui émargent dans tous les think tanks américains, quelquefois, coucou, Christophe Deloire, carrément dans des agences américaines, coucou Robert Ménard aussi d'ailleurs. Et donc, ça c'est avant. Ça c'est effectivement tout un système qu'on est en train de mettre en place, c'est un système d'autoritarisme, parce que les dirigeants savent très bien que pour imposer la politique néolibérale qui est celle qui est infligée à notre pays, à l'Europe et à tout l'Occident, il faut mettre en place les outils qui empêchent justement précisément la révolte. L'aveu de Thierry Breton, il est formidable, quoi. C'est extraordinaire. Hein. Il viole carrément la Déclaration des droits de l'homme qui dit que justement, hein, la révolte contre le tyran est un des droits fondamentaux de l'homme. Bien, non, ce que je pense, c'est qu'il y a une urgence maintenant, c'est que le pouvoir est confronté à un réel problème. Il a laissé et organisé la mise en place d'un système médiatique mainstream, officiel, subventionné, qui relaie sa parole. On a 12 oligarques chez nous, hein, parce qu'on a des oligarques, nous aussi. Hein, il ne faut pas croire. On a ce produit-là aussi en magasin. Il a mis en place une presse totalement télévisée ou papier, totalement contrôlée par l'État, par lui et par ses oligarques qui l'ont fait d'ailleurs élire, M. Macron. Et face à ça, il voit bien que l'opinion s'est déconnectée, est en train de se déconnecter, et qu'en face de ce système médiatique qui dispense la vérité de ces gens, il y a une autre vérité qui apparaît au travers des réseaux Tocsin et l'illustration d'abord de cet appétit, le succès de Tocsin et de ce besoin.
Et face à ça, tous les prétextes sont bons pour essayer de faire taire ce système, de faire taire cette Ouais. émergence. Ça, c'est l'urgence. Ça, c'est dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, c'est ce qui va se passer. Alors, on détourne de l'argent public dans l'affaire du fonds Marianne pour le donner à des petits fact-checkistes, comme on les appelle, qui sont là pour harceler ceux qui essayent de dire la vérité. Des fact-checkistes qui n'étaient parfois même pas journalistes avant, hein, qui vraiment sont Non, non, mais- des hommes créés pour la circonstance, hein, quand on regarde un peu leur parcours. Et des receleurs de détournement de fonds publics. Je prends mes responsabilités en le disant. Ça, ce sont pour les petits agents. Mais il y a le DSA est une entreprise européenne autoritaire Ouais. et l'objectif est de faire taire cette émergence, Oui. de faire taire ce nouveau système d'information. Parce que l'information, elle se fait maintenant aussi par déconnexion. Quand vous faites une étude sur les médias mainstream, la défiance est considérable. On est à des chiffres de 70%. Oui, oui. Quand on parle des chaînes d'infos, c'est quoi? Le soir, c'est 600 000, 700 000 auditeurs, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est-à-dire pas grand-chose. Donc, en face, il y a désormais de ces réseaux qui sont une véritable puissance internationale. Il y a une globalisation. Moi, je suis toujours surpris quand j'ai des contacts avec l'étranger de voir le niveau d'information des gens. Oui. Sur ce qui se passe, y compris chez nous d'ailleurs. Hein. Hier, j'avais un enregistrement avec un youtubeur canadien. Il connaissait parfaitement tout ce qui se passait chez nous. Donc, et il le connaissait par les réseaux. Hein. Je suis clair. Il le connaissait par les réseaux. Oui. Donc voilà, on est confronté à quelque chose de très dangereux, et je vais reprendre à nouveau la citation de Roland Barthes, que j'aime beaucoup, qui est le fascisme, ce n'est pas seulement d'empêcher de dire, mais d'obliger à dire. C'est-à-dire qu'on veut que ce que vous pensez, finalement, on s'en fiche. Mais c'est ce que vous devez dire. Donc, vous n'allez pas dire ce que vous pensez, vous allez dire ce que nous, on pense et ce que nous, on veut que vous disiez. Et ça, c'est terrible. Il faut qu'on réussisse à empêcher la mise en place d'un système qui est, qualifions-le comme il doit l'être, néofasciste. Ouais, et c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Viginum, le DSA, etc., ne fait pas tant réagir que ça. On pourrait voir plus d'élan de révolte du côté des parlementaires, par exemple. Bon, nous, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi hier, qu'on lance une pétition qui va être adressée pour défendre cette liberté d'expression, qui va être notamment envoyée aux parlementaires. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait d'ailleurs, de la signer et de la partager autour de vous. Alors, c'est vrai qu'en tout cas, on voit, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on voit une accélération aussi du mouvement. Si on peut juste parler de ça avant de changer de sujet, pourquoi cette accélération aujourd'hui? Pourquoi une précipitation dans la surveillance? Est-ce que justement c'est parce que, on va dire, la bête est malade ou acculée et qu'il faut particulièrement resserrer les mailles du filet? Je reste avec vous, Régis, et Alexandre, je prends après. Moi, je vais être bref pour pas monopoliser la parole trop. C'est parce que la crise est extrêmement présente. D'abord, il y a la défaite en Ukraine qui est consommée. On sait très bien que si on regarde le réel, la messe est dite. Et ça, il va falloir l'assumer. C'est une défaite considérable. Considérable. C'est l'OTAN et l'OTAN, avec États-Unis en tête, qui subit cette défaite. D'ailleurs, vous avez noté la phrase? Hein, il ne faut pas que la Russie gagne. Attendez, il faut que l'Ukraine gagne. On ne peut plus le dire parce qu'on sait que c'est impossible. Donc, il ne faut pas que la Russie gagne. Expliquez-moi le sens de ça. Expliquez-le-moi, dites-moi le contenu de cet objectif stratégique. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Donc, c'est vrai qu'il y a de la panique. Le terme panique, je pense, qui est aujourd'hui le bon, y compris la façon dont Emmanuel Macron a organisé la diversion après la catastrophe du salon de l'agriculture. Salon de l'agriculture, en essayant de reprendre l'initiative sur la guerre en Ukraine. Alexandre Langlois, juste sur cette question d'accélération, et ensuite on va passer à un autre sujet qui vous intéresse particulièrement.
En fait, il y a tout qui est en train de s'écrouler. C'est que Emmanuel Macron, donc justement, essaie de faire des diversions, mais maintenant, les diversions, c'est plus des diversions de communication aussi, mais des communications gravissimes pour Mm. créer la peur. On a le système également derrière financier qui est en train de s'écrouler, une inflation galopante, tout qui s'écroule. Donc, les gens commencent à avoir de plus en plus de difficultés. Donc, il va falloir les contrôler de plus vite que prévu. Les Jeux Olympiques qui arrivent également, où c'est le chaos qui est prévu. Donc, va falloir contrôler les gens ou alors expliquer qu'à cause d'un événement extérieur, on doit les annuler. Alors Donc, en fait, je vous garde 30 secondes là-dessus d'ailleurs, Alexandre Langlois, parce que vous qui avez aussi travaillé dans le renseignement au niveau de la police, vous allez pouvoir nous renseigner. C'est quoi cette histoire de... Il y a quelqu'un qui Oh, se il y a- balade dans le métro, qui perd enfin qui travaillait pour les JO et qui perd, comment ça s'appelle, la clé USB où il y avait toutes les informations. Et donc, c'est quand même un peu embêtant. Est-ce que c'est normal d'abord, un, de communiquer, que ça puisse arriver, un, deux, que de communiquer là-dessus? Est-ce que c'est pas justement pour préparer un éventuel changement de cap? le changement de cap avait déjà été annoncé. Ils ont dit qu'il y aurait sans doute beaucoup de hackers qui allaient travailler au niveau des JO et perturber le truc. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil, c'était prévisible. Qu'on soit pas prêt, c'était prévisible. Donc là, de dire, ah, c'est pas de chance, on a été volé d'une clé USB, c'est juste pour préparer l'opinion à la suite. Et puis d'ailleurs, les D'accord. clés USB, la police avait été victime à l'époque d'une fuite de données par clé USB également avec la catastrophe qu'il y avait eu derrière. Il y avait eu des propositions qui avaient été faites pour sécuriser les choses. Je rappelle que le ministère de l'Intérieur donne quelques préconisations au niveau des JO, bien qu'il n'ait pas la main sur toute l'organisation, bien loin, mais en tous les cas, sur les informations sensibles qui peuvent être consultées dans certains endroits, effectivement, il y a des facilités numériques, mais pas de les mettre sur des endroits, enfin des clés USB ou d'autres Non, mais bien sûr, supports oui. amovibles Oui. qui peuvent être transportés partout. Mm. Donc ça, faute grave. Et après, le niveau de Mais responsabilité, faute c'est que je grave ne sais pas. ou seulement mensonge pour préparer autre chose, à votre avis? En fait, malheureusement, avec l'équipe de Branquignol qui est à la tête de tout Mm, ça, à la fois en France et au JO, on peut pas savoir si c'est pas les deux, en fait. mm. Manque préparer l'opinion et puis juste incompétence, tout Parce que simplement. quand bien Euh, même ce serait arrivé, est-ce que d'habitude on communique sur ce genre de choses? Non, pas forcément. Ils peuvent communiquer s'il y a des gens qui peuvent être en danger derrière ou des choses Mm. comme ça. Ils peuvent dire, voilà, après, ils vont nous dire liberté d'information, faut qu'on communique, on veut de la Ouais, transparence. Pour enfin, la liberté transparence, d'information. non. La bandeau. Ouais, Je dis, voilà, quand ça les arrange, ils peuvent en parler. ouais. Et la transparence au milieu de l'opacité, ils disent, regardez, on a fait un petit point de transparence. Là, voilà. Donc, non, au final, dans tous les cas, ça sert des intérêts de préparer le fiasco qui s'annonce. Eh bah, ça va être sympa tout ça. Alors, je vous garde, Alexandre Langlois, on aborde un sujet, c'est vous qui m'avez tendu ce sujet. Vous souhaitiez revenir sur, je rappelle que le 20 février, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, tête de liste pour les européennes, hein, a reçu une médaille des mains du commandant d'une compagnie de CRS des Alpes-Maritimes. Et que s'est-il passé le lendemain? Gérald Darmanin a publié et envoyé une mise au point au préfet, une note hein, au préfet, aux responsables de police et de la gendarmerie pour expliquer que quand même dans un contexte préélectoral, il fallait faire preuve de discernement, je le cite. Il insiste sur le fait que toute action de communication politique dans les services de police et de gendarmerie est proscrite au nom du principe de neutralité du service public. Vous souhaitiez réagir là-dessus? Effectivement, parce que ça pose des questions. C'est-à-dire que Gérald Darmanin est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Il se sert tous les jours de la police pour sa carrière politique et pour la propagande officielle. Donc les règles pourraient être fixées. C'est-à-dire plutôt que de dire à la veille des élections, on fait pas ça. Bon, si jamais il veut être un tout petit peu crédible par rapport à comment la Macronie détourne la police et comment s'en sert pour sa communication, il peut dire, ben voilà, il y a que les élus. Donc par exemple, députés, sénateurs, ministres, qui peuvent faire de la communication autour des instances officielles pour lesquelles ils sont légitimes. Et les gens qui ne sont pas élus, en tous les cas représentants du peuple, du coup, n'ont pas le droit de s'en servir. Non, là, c'est juste, les autres n'ont pas le droit, il n'y a que nous qui avons le droit. On veut le monopole, donc ça fait le petit enfant qui est pas content, parce que lui, quand il doit se déplacer avec des compagnies de CRS complètes, Emmanuel Macron aussi, donc la communication pas terrible, on les accueille jamais vraiment à bras ouverts, donc très compliqué pour eux. Donc du coup, ce petit côté, voilà, on va faire la leçon aux autres, mais par contre, on va pas mettre des règles. Les règles, ça va être que pour nous, pas les autres. Hmm. Alors que, je veux dire, tous les gens qui peuvent être élus, je veux dire, un sénateur, un député, à toute légitimité, à aller se rendre dans une compagnie de CRS en tant qu'élu du peuple et pas. Donc c'est ça aussi, c'est la petite différence où il faut jouer entre élu du peuple et étiquette d'un parti. Mais par exemple, on pourrait dire la même chose de nos ministres, vraiment qui sont serviteurs de la population, du terme ministre, et non serviteurs du pouvoir en place et de leurs intérêts personnels. Donc voilà, c'était la petite mise au point, une fois de plus ratée, il me semble, de Gérald Darmanin, qui coup de menton, pas content, pour finalement faire exactement l'inverse de ce qu'il dit.
Alors, j'en profite, je fais une petite pause pour vous remercier parce qu'on est 4000 auditeurs en direct, évidemment. Après, sur la suite et les revues, on expose toujours les records tous les jours. Mais là, sur le direct, c'est absolument incroyable. Du jamais vu, ça arrive souvent le jeudi avec vous, les amis. Je vous félicite. Et on est en train d'exposer toutes les statistiques habituelles. Donc, merci infiniment à vous tous. Et on continue de mettre des pouces, des likes, des cœurs, des bonhommes, smiley, tout ce que vous voulez, qui peuvent faire monter justement la visibilité de ce live. Comme ça, on sera encore plus nombreux. Et ce sera magnifique. Et d'ailleurs, encore plus nombreux à signer la pétition pour défendre la liberté d'expression. Pourquoi pas? Alors, je suis déjà un petit peu en retard. Didier Maïsto est déjà en place. Mais je vais quand même garder encore un tout petit peu mes deux invités. Je voudrais, je ne sais pas si Régis, vous souhaitez réagir un tout petit peu sur cette histoire de Jordan Bardella, Gérald Darmanin. Et puis, peut-être rapidement aussi, je voulais vous demander votre avis sur cette information qui est tombée, cet article de Marianne qui est tombé hier sur l'affaire des autoroutes. Bruno Le Maire est visé par une enquête préliminaire pour faux en écriture publique. Voilà, car en fait, lui et sa secrétaire générale du gouvernement, Claire Landais, n'auraient disposé d'aucun document préparatoire à la prolongation en 2015 des contrats passés avec l'État avec des sociétés autoroutières. Et d'ailleurs, ça aurait été validé par un certain Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. Enfin, voilà, on voit qu'en fait, ils seraient mouillés dans cette affaire des prolongations des contrats d'autoroute. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. C'est tombé hier. Mais peut-être Alors, si vous voulez... Oui, premier sujet. Premièrement, sur la remise d'une médaille à Jordan Bardella dans une période électorale, je suis très réservé. J'aime pas ça. Je suis clair. Et je crois qu'Alexandre a très bien dit, il y a effectivement un devoir de réserve, mais Pour tout le monde. Darmanin qui proteste, il a dit c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Je vais prendre une autre expression. C'est Marmite qui dit cul noir à chaudron. Bon, donc voilà. Alors en ce qui concerne cette information, on a très très peu de détails. Une fois de plus, je constate que il doit y avoir du règlement de compte derrière, visé par une enquête. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas de mise en examen puisqu'il n'y a pas de juge d'instruction désigné. C'est toute cette histoire autour des concessions d'autoroutes qui masque des opérations de corruption géantes. Coucou, Monsieur de Villepin. Et donc, là, on dit faux en écriture publique. Je vois pas très bien ce que ça viendrait faire là-dedans. Mais ça veut dire quoi, faux en écriture publique, déjà? Justement, l'écriture publique, ce sont les actes authentiques. Un acte de notaire est un acte authentique. Alors, c'est des officiers ministériels qui les prennent. Ce sont des délibérations d'un conseil municipal authentifié qui sont déposées en préfecture. Il faut que ça ait été rédigé par un agent public et il faut que ce soit ce qu'on appelle un acte authentique. Et attention, le faux en écriture publique, c'est un crime. C'est jugé par une cour d'assises. Donc, mais des documents de préparation, vous avez dit documents préparatoires, des échanges, des lettres ne sont pas, et qui peuvent être des faux, mais c'est des faux en écriture privée. Le faux en écriture publique, c'est vraiment un jugement, par exemple. S'il y a un faux dans un jugement, c'est un faux en écriture publique. Je ne vois pas très bien, là, en l'occurrence, ce qu'il en est, mais il y a peut-être des choses. Toujours est-il que cette façon qu'il y a maintenant systématiquement d'utiliser les enquêtes préliminaires des parquets qui sont à discrétion des parquets et par conséquent du pouvoir sont effectivement des méthodes qui sont bizarres. Regardez, on a parlé des Jeux livre Olympiques, en fait, une justice politique. Là. On a parlé des Jeux Olympiques, il y a 3 dirigeants, je ne sais plus de la structure qui s'est occupé de l'organisation, qui seraient visés par des enquêtes préliminaires concernant leur rémunération, alors là, détournement de fonds publics, etc. Donc, je pense qu'à chaque échéance électorale, on va voir ce genre de choses se présenter, ou bien on va avoir des règlements de compte politiques, parce que ça, les politiques adorent se servir de la justice contre leurs adversaires, jusqu'au jour où ça leur tombe sur le nez à eux. C'est ça, exactement, de la justice et des médias d'ailleurs. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Alexandre Langlois, je rappelle votre livre « Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie », édition Telma. Régis, une justice politique, encore une fois, on est en plein dedans, aux éditions L'Artilleur. Merci beaucoup à vous deux, merci à vous tous.